En juillet 1998, Thomas et Élise Lambert, âgés de 32 et 29 ans, quittent Lyon tôt le matin pour un week-end en Provence. Leur Peugeot 306 bleu prend la direction d'Avignon vers 7h15. 2 appels brefs sont passés à leur famille pendant le trajet. Le couple confirme que tout va bien et qu'ils arriveront directement à l'hôtel réservé dans le centre historique. À 10h42, leur véhicule est enregistré au péage de l'A7. C'est la dernière trace officielle du couple. Lorsqu'ils ne se présentent pas à l'hôtel et cessent de répondre au téléphone, leur famille alerte la police. L'enquête s'ouvre immédiatement, mais les recherches n'offrent aucune piste tangible, aucune trace de freinage, aucun accident signalé, aucun témoin fiable, aucun mouvement sur leur compte bancaire. Le véhicule n'est retrouvé ni sur la route, ni dans les ravins, ni sur les parkings adjacents. En quelques jours, le cas prend la forme d'une disparition impossible. L'affaire est finalement classée en 2004, faute d'indices exploitables. 20 ans plus tard, en 2018, un membre éloigné de la famille découvre, dans un appartement vidé après un décès, une enveloppe jaunie jamais envoyée. Elle est adressée au père d'Élise. À l'intérieur, une lettre manuscrite datée précisément du jour de la disparition. On y lit des détails du trajet, la mention d'un détour imprévu et surtout la référence à une personne rencontrée sur la route, une personne jamais évoquée dans le dossier officiel. Avant de continuer cette histoire troublante, prenez quelques secondes pour nous dire dans les commentaires d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Cette interaction nous aide énormément à comprendre notre communauté. Si vous appréciez ce type de contenu sur les mystères non résolus en France, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune enquête. Un simple like nous aide également à faire connaître ces affaires oubliées qui méritent d'être portées à la lumière. Maintenant, revenons à notre histoire et découvrons ce que cette lettre oubliée révèle vraiment sur la disparition de Thomas et Élise Lambert. Thomas Lambert, 32 ans, est ingénieur informatique dans une entreprise lyonnaise de taille moyenne. Élise, 29 ans, travaille comme documentaliste dans une bibliothèque universitaire. Le couple vit ensemble depuis 6 ans dans un appartement du 3e arrondissement de Lyon. Leurs proches les décrivent comme discrets, organisés, sans histoire personnelle compliquée. Ils n'ont ni dettes connues, ni conflits familiaux, ni fréquentation douteuse. Leur vie sociale se limite à quelques amis proches et à leurs familles respectives. Le week-end du 18 juillet 1998 est prévu depuis plusieurs semaines. Thomas a réservé 2 nuits dans un hôtel situé près du Palais des Papes à Avignon. Le couple prévoit de visiter la ville, de profiter du festival d'été et de se reposer. Élise en parle avec enthousiasme à sa collègue de travail le vendredi précédant le départ. Thomas mentionne le voyage à son responsable en demandant congé pour le lundi suivant. Rien dans leurs préparatifs ne suggère une quelconque tension ou une intention de disparaître volontairement. Le samedi matin, Thomas et Élise quittent leur domicile vers 7 heures. Ils emportent un sac de voyage léger, un appareil photo et une carte routière. Élise appelle sa mère vers 8h30 depuis une aire d'autoroute pour confirmer leur départ et donner le nom de l'hôtel. Thomas contacte son frère cadet peu après pour lui demander d'arroser les plantes durant leur absence. Les 2 conversations sont brèves, ordinaires, sans aucun signe d'inquiétude. Le couple semble détendu et impatient d'arriver à destination. À 10h42, leur véhicule franchit le péage autoroutier de Bolène à environ 50 km au nord d'Avignon. Le ticket est conservé dans le dossier d'enquête. Il correspond bien à leur Peugeot 306 bleu immatriculé dans le Rhône. À partir de ce moment, plus aucun contact téléphonique n'est enregistré. Le couple devait arriver à l'hôtel vers midi. L'établissement confirme la réservation, mais ne verra jamais Thomas et Élise se présenter à la réception. Le personnel tente de les joindre en fin d'après-midi sans succès. Le téléphone portable d'Élise sonne dans le vide.
Le dimanche, en début de soirée, les familles commencent à s'inquiéter. Personne n'a reçu de nouvelles depuis samedi matin. Les appels restent sans réponse. Le lundi matin, le père d'Élise se rend au commissariat de Lyon pour signaler la disparition. Une enquête préliminaire est ouverte immédiatement. Les gendarmes contactent leurs homologues du Vaucluse. Les recherches débutent sur l'axe autoroutier et les routes secondaires menant à Avignon. Mais dès les premières heures, l'affaire révèle une absence totale d'indices matériels. Aucun accident, aucun véhicule abandonné, aucune trace bancaire, aucun témoin crédible. Les premières 48 heures d'enquête se concentrent sur l'hypothèse d'un accident de la route. Les gendarmes inspectent minutieusement l'autoroute A7 entre Bolène et Avignon, ainsi que les sorties et les routes départementales adjacentes. Aucune trace de freinage, aucun débris métallique, aucun élément susceptible d'indiquer une sortie de route n'est détecté. Les fossés, les talus et les zones boisées sont également passés au peigne fin. Les hélicoptères survolent les secteurs isolés. Les plongeurs explorent les cours d'eau proches. Rien. La Peugeot 306 bleue semble s'être volatilisée entre le péage et la ville. Les enquêteurs interrogent ensuite le personnel des aires de repos, des stations-service et des restaurants situés sur le trajet probable du couple. Personne ne se souvient avoir vu Thomas ou Élise ce samedi-là. Les caméras de surveillance de l'époque sont peu nombreuses et celles disponibles n'ont enregistré aucune image exploitable. Les relevés téléphoniques montrent que les portables du couple ont cessé d'émettre après le dernier appel d'Élise à sa mère. Aucune borne relais n'a capté de signal après 8h45. Cette extinction brutale intrigue les techniciens, mais ne constitue pas une preuve d'agression. Les batteries pouvaient simplement être déchargées. Les comptes bancaires de Thomas et Élise sont examinés avec attention. Aucun retrait, aucun paiement par carte, aucune transaction suspecte n'apparaît après le 17 juillet. Leurs économies, environ 15 000 francs sur un compte joint, restent intactes. Les cartes de crédit ne sont jamais utilisées après la disparition. Cette inactivité financière totale écarte rapidement l'hypothèse d'une fuite volontaire organisée. Un couple qui prépare une disparition retire généralement de l'argent progressivement pour éviter les traces. Ici, rien de tel. Les enquêteurs commencent à envisager un scénario criminel. L'entourage du couple est interrogé méthodiquement. Les collègues, les amis, les voisins, les membres des deux familles, tous confirment que Thomas et Élise formaient un couple stable, sans conflits apparents, sans dettes cachées, sans ennemis connus. Aucun témoignage ne révèle de menaces récentes, de comportements inhabituels ou de fréquentations douteuses. Le père d'Élise, Michel Dubois, 65 ans, insiste sur le fait que sa fille aurait donné signe de vie si elle l'avait pu. La mère de Thomas, Françoise Lambert, 58 ans, décrit son fils comme quelqu'un de responsable, incapable d'inquiéter ses proches volontairement. Les semaines passent. L'affaire est médiatisée localement. Des avis de recherche sont diffusés dans la presse régionale et sur les chaînes de télévision nationales. Des témoins potentiels se manifestent, mais leurs déclarations se révèlent imprécises ou incohérentes. Un automobiliste affirme avoir vu une Peugeot bleue garée sur une aire de repos près d'Orange, mais il ne peut préciser l'heure ni confirmer qu'il s'agissait bien du véhicule des Lambert. Une femme prétend avoir aperçu un couple correspondant à leur signalement dans un restaurant de Carpentras le dimanche midi, mais cette piste est rapidement abandonnée faute de confirmation. En septembre 1998, les enquêteurs élargissent leurs recherches aux départements voisins. Ils contactent les hôpitaux, les morgues, les services sociaux. Ils vérifient si des corps non identifiés correspondent au profil de Thomas ou Élise. Aucun élément ne correspond. Les plongeurs inspectent de nouveau les rivières et les canaux de la région. Les spéléologues explorent certaines grottes accessibles depuis les routes secondaires. Les recherches terrestres mobilisent des chiens entraînés. Toutes ces opérations restent infructueuses. La disparition de Thomas et Élise Lambert demeure totalement inexplicable.
L'hypothèse d'un enlèvement est examinée mais rapidement écartée. Aucune demande de rançon n'a été formulée. Aucun groupe criminel actif dans la région à cette époque ne correspond au profil de l'affaire. Les réseaux de traite humaine ou de criminalité organisée ne présentent aucun lien crédible avec un couple lambda en voyage touristique. L'absence de témoins, de traces matérielles et de mobiles clairs rend cette piste difficilement exploitable. Les gendarmes continuent néanmoins de recueillir des informations, d'explorer des scénarios alternatifs, de relancer des témoins potentiels. En 1999, l'affaire perd progressivement de sa visibilité médiatique. Les enquêteurs continuent leur travail, mais les nouvelles pistes se raréfient. Les familles organisent des commémorations, distribuent des tracts, contactent des associations spécialisées dans les disparitions. Elles refusent de perdre espoir, mais commencent à réaliser que le temps joue contre elles. Les années suivantes voient l'affaire périodiquement relancée lors d'anniversaires ou de nouvelles campagnes d'appel à témoins. Mais aucun élément décisif ne surgit. En 2004, 6 ans après les faits, le dossier est classé sans suite, officiellement clos, faute d'indices exploitables. Les familles continuent de vivre avec cette absence insupportable. Michel Dubois, le père d'Élise, décède en 2011 sans avoir obtenu de réponse. La mère de Thomas sombre dans une dépression durable. Les frères et sœurs du couple conservent précieusement les objets personnels, les photographies, les lettres. Ils maintiennent une page commémorative sur Internet où ils rappellent régulièrement les circonstances de la disparition. Certains membres de la famille consultent des médiums, des enquêteurs privés, des associations spécialisées. Rien ne donne de résultats concrets. L'affaire Lambert devient un de ces mystères français qui semblent destinés à ne jamais être résolus. En mars 2018, presque 20 ans après la disparition, un événement inattendu relance brutalement l'affaire. Catherine Dubois, la nièce d'Élise, hérite d'un appartement situé dans le 5e arrondissement de Lyon. Le logement appartenait à une tante éloignée décédée quelques semaines plus tôt. Catherine entreprend de vider les lieux pour préparer la mise en vente. Elle découvre dans un vieux secrétaire en bois des dizaines de lettres, de factures anciennes et de documents personnels accumulés au fil des décennies. Parmi ces papiers jaunis, une enveloppe attire son attention. L'enveloppe porte une adresse manuscrite, celle de Michel Dubois, le père d'Élise, décédé 7 ans plus tôt. Le timbre n'a jamais été apposé, l'enveloppe n'a jamais été envoyée. Catherine l'ouvre avec précaution. À l'intérieur, une lettre manuscrite de 2 pages, rédigée sur du papier à en-tête d'un autel. L'écriture est fine, légèrement penchée. Catherine reconnaît immédiatement la graphie d'Élise. Son cœur s'accélère. Elle lit les premières lignes et réalise avec stupeur que la lettre est datée du 18 juillet 1988, le jour même de la disparition. La lettre débute par une formule affectueuse adressée au père d'Élise. Elle décrit brièvement le départ de Lyon, le trajet sur l'autoroute, l'ambiance détendue dans la voiture. Élise évoque ensuite un détail qui n'apparaît nulle part dans le dossier d'enquête. Elle mentionne un détour imprévu que Thomas et elle ont décidé de prendre après le péage de Bolène. Elle explique qu'ils ont quitté l'autoroute pour emprunter une route secondaire afin de voir un peu la campagne avant d'arriver à Avignon. Ce détour n'avait jamais été évoqué par les familles ni identifié par les enquêteurs. Plus troublante encore, Élise mentionne une rencontre faite sur cette route secondaire. Elle écrit qu'ils ont croisé un homme d'une 50aine d'années, vêtu d'un bleu de travail, qui leur a fait signe de s'arrêter. Thomas a ralenti, pensant que l'homme avait un problème mécanique. L'individu s'est approché de la vitre côté conducteur et a demandé s'il pouvait l'aider à déplacer un objet lourd près de sa camionnette garée quelques mètres plus loin. Élise écrit qu'elle a ressenti une impression étrange, un malaise inexplicable face à cet homme. Elle ajoute que Thomas a accepté de l'aider. La lettre s'interrompt brusquement après cette phrase. Aucune conclusion, aucune signature finale. Catherine tourne
et retourne les pages, cherchant une suite qui n'existe pas. Elle comprend immédiatement l'importance de ce document. Elle contacte son frère, puis sa mère. Ensemble, ils décident de transmettre la lettre aux autorités. Quelques jours plus tard, le dossier de l'affaire Lambert est rouvert. Les gendarmes examinent minutieusement le contenu de l'enveloppe. L'écriture est authentifiée par un expert graphologue. Il s'agit bien de celle d'Élise Lambert. Les enquêteurs s'interrogent sur les circonstances de cette lettre. Pourquoi Élise l'a-t-elle rédigée en cours de route? Où se trouvait-elle exactement au moment de l'écrire? Pourquoi la lettre n'a-t-elle jamais été envoyée? Comment s'est-elle retrouvée dans l'appartement d'une tante éloignée qui ne faisait pas partie du cercle proche de la famille? Les premières hypothèses évoquent la possibilité qu'Élise ait commencé à écrire cette lettre lors d'une pause, peut-être dans un café ou sur une aire de repos, et qu'elle ait été interrompue avant de pouvoir la terminer et la poster. L'analyse du papier révèle qu'il provient effectivement d'un hôtel, mais pas de celui réservé par le couple à Avignon. Le papier à en tête porte le nom d'un établissement situé à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de Bolène, dans une petite commune rurale appelée Saint-Marcel d'Ardèche. Cet hôtel, modeste et peu fréquenté, existait encore en 1998, mais a fermé ses portes en 2005. Les nouveaux propriétaires des lieux confirment que l'établissement proposait autrefois du papier à lettres dans les chambres et au bar. Cette découverte suggère qu'Élise s'est arrêtée dans cet hôtel pour une raison inconnue. Les gendarmes se rendent immédiatement à Saint-Marcel d'Ardèche. Ils interrogent les habitants, consultent les archives municipales, recherchent d'anciens employés de l'hôtel. Plusieurs témoins se souviennent vaguement de l'établissement, mais personne ne garde de souvenir précis du 18 juillet 1998. L'ancien propriétaire, aujourd'hui âgé de 78 ans, confirme qu'il tenait effectivement l'hôtel à cette époque, mais il ne conserve aucun registre des clients ni aucune mémoire particulière de ce jour-là. Il explique que l'hôtel accueillait principalement des voyageurs de passage, rarement plus de 4 ou 5 chambres occupées par nuit. Les enquêteurs examinent les routes secondaires reliant l'autoroute A7 à Saint-Marcel d'Ardèche. Plusieurs itinéraires sont possibles, tous passant par des zones rurales peu peuplées. Ils interrogent les résidents des fermes isolées, des hameaux, des propriétés agricoles situées le long de ces axes. Quelques personnes se souviennent d'avoir vu passer des véhicules étrangers en été 1998, mais aucun témoignage précis ne permet de confirmer la présence de la Peugeot 306 bleue des Lambert. Les 20 années écoulées rendent les souvenirs flous et les détails impossibles à vérifier avec certitude. La découverte de la lettre change radicalement la nature de l'enquête. Pour la première fois depuis 1998, les gendarmes disposent d'un élément concret permettant de reconstituer une partie du trajet effectué par Thomas et Élise le jour de leur disparition. Le détour mentionné par Élise explique pourquoi aucune trace du couple n'a été retrouvée sur l'itinéraire direct entre Bolène et Avignon. Les recherches initiales avaient ciblé l'autoroute et les routes principales, ignorant totalement les chemins secondaires menant vers l'ouest. Cette erreur d'orientation initiale a probablement fait perdre un temps précieux aux enquêteurs en 1998. Les gendarmes reconstituent plusieurs scénarios possibles. Le plus probable suppose que Thomas et Élise ont quitté l'autoroute peu après le péage de Bolène, emprunté la départementale D994 en direction de Saint-Marcel d'Ardèche, puis se sont arrêtés dans l'hôtel mentionné sur le papier à en-tête. Élise y aurait rédigé sa lettre, peut-être pendant que Thomas se rafraîchissait ou achetait des boissons. Ils auraient ensuite repris la route, croisé l'homme en bleu de travail décrit dans la lettre et accepté de l'aider. C'est à partir de ce moment que tout devient incertain. L'homme en bleu de travail devient naturellement la cible prioritaire de l'enquête. Les gendarmes diffusent un portrait robot, basé sur la description sommaire fournie par Élise dans sa lettre. Un homme d'environ 50 ans en 1998, portant un bleu de travail, possédant une camionnette. Ils lancent un appel à témoins dans la presse locale et sur les réseaux sociaux.
Des dizaines de personnes se manifestent, proposant des noms, des souvenirs, des hypothèses. Mais aucune piste ne s'avère exploitable. Trop de temps s'est écoulé. Les visages ont vieilli, les souvenirs se sont estompés, les détails se sont brouillés. Les enquêteurs recherchent également des traces de crimes similaires survenus dans la région à la même époque. Ils consultent les archives départementales, contactent leurs collègues des départements voisins, examinent les affaires non résolues impliquant des disparitions ou des agressions. Une affaire attire leur attention. En septembre 1997, une jeune femme de 24 ans a été agressée sur une route secondaire près de Bourg-Saint-Andéol, à une trentaine de kilomètres au nord de Saint-Marcel d'Ardèche. L'agresseur, jamais identifié, avait utilisé un prétexte mécanique pour faire arrêter le véhicule de la victime. La jeune femme avait réussi à s'enfuir avant que la situation ne dégénère. Les similitudes avec la lettre d'Élise sont troublantes. Un homme demandant de l'aide, une route isolée, un prétexte plausible pour établir un contact. Les gendarmes tentent de retrouver la victime de 1997 pour obtenir une description plus précise de son agresseur. Après plusieurs jours de recherche, ils parviennent à la localiser. Elle vit désormais dans le sud de la France, mariée et mère de 2 enfants. Elle accepte de témoigner à nouveau. Sa description correspond partiellement à celle fournie par Élise, un homme d'une 50aine d'années, corpulent, au visage marqué, mais elle ne peut affirmer avec certitude qu'il s'agit du même individu. Les analyses criminalistiques progressent parallèlement. La lettre elle-même est soumise à des tests approfondis. Les experts recherchent des traces biologiques, des empreintes digitales, des résidus susceptibles de fournir des indices. Plusieurs empreintes partielles sont relevées, mais elles appartiennent toutes à des membres de la famille ayant manipulé le document au fil des années. Aucune empreinte inconnue n'est identifiée. Le papier ne révèle aucun ADN exploitable. L'encre utilisée est un type courant de stylo bile bleu, impossible à tracer. Les gendarmes espéraient une piste scientifique décisive, mais les résultats se révèlent décevants. L'enquête se concentre alors sur la tante éloignée décédée en 2018, propriétaire de l'appartement où la lettre a été retrouvée. Les gendarmes interrogent ses proches, examinent ses liens avec la famille Dubois, recherchent des explications logiques à la présence de cette enveloppe dans son secrétaire. Ils découvrent que la défunte, prénommée Simone Lefebvre, 92 ans au moment de son décès, avait effectivement un lien familial avec Michel Dubois, le père d'Élise. Simone était la cousine germaine de Michel, mais les 2 branches familiales entretenaient des relations très distantes. Simone n'avait jamais été interrogée lors de l'enquête initiale en 1988. Les proches de Simone expliquent qu'elle souffrait depuis longtemps de troubles de la mémoire. Dans les dernières années de sa vie, elle confondait régulièrement les époques, les personnes, les événements. Elle conservait des objets de manière désordonnée, accumulait des papiers sans logique apparente. Il est donc plausible qu'elle ait reçu cette lettre d'une manière ou d'une autre en 1998, qu'elle l'ait rangée sans la lire ou sans en comprendre l'importance, et qu'elle l'ait ensuite oubliée pendant 20 ans. Mais cette explication laisse une question essentielle sans réponse. Comment cette lettre est-elle arrivée entre les mains de Simone? Les gendarmes formulent plusieurs hypothèses. La première suppose qu'Élise a effectivement rédigé cette lettre dans l'hôtel de Saint-Marcel d'Ardèche, qu'elle l'a glissée dans son sac ou sa poche, et que la lettre s'est retrouvée dans les affaires personnelles du couple après leur disparition. Mais cette théorie implique que quelqu'un ait récupéré les affaires des Lambert et les ait transmises à Simone, ce qui semble peu cohérent. La deuxième hypothèse suggère qu'Élise a posté la lettre avant de disparaître, que l'enveloppe est arrivée chez Simone par erreur postale et que Simone l'a conservée sans la transmettre à Michel Dubois. Cette théorie paraît plus plausible, mais reste invérifiable. En mai 2018, 2 mois après la découverte de la lettre, l'enquête connaît un rebondissement inattendu. Un homme de 71 ans, résident de Bourg-Saint-Andéol, contacte spontanément la gendarmerie,
après avoir vu un reportage télévisé sur l'affaire Lambert. Il déclare se souvenir d'un événement survenu en juillet 1998 sur une route secondaire près de Saint-Marcel d'Ardèche. Cet homme, ancien agriculteur retraité nommé Guy Bertrand, explique qu'il circulait ce jour-là dans son tracteur lorsqu'il a croisé une Peugeot bleue garée sur le bas-côté. Il affirme avoir aperçu un couple correspondant à la description de Thomas et Élise en train de discuter avec un homme près d'une camionnette blanche. Guy Bertrand précise qu'il n'a pas accordé d'importance particulière à cette scène sur le moment. Il pensait qu'il s'agissait simplement de touristes demandant leur chemin ou ayant un problème mécanique mineur. Il est passé sans s'arrêter et a poursuivi son trajet vers sa ferme. Ce n'est que 20 ans plus tard, en voyant les photographies de Thomas et Élise diffusées à la télévision, qu'il établit le lien avec ce qu'il avait observé ce jour-là. Il reconnaît immédiatement le visage d'Élise, dont les traits distinctifs lui sont restés en mémoire malgré les années écoulées. Les gendarmes interrogent longuement Guy Bertrand. Ils lui demandent de décrire précisément l'endroit où il a vu la scène, l'heure approximative, l'apparence des personnes présentes, les détails de la camionnette. Guy indique que l'événement s'est déroulé vers 11 heures du matin sur la départementale D290, à environ 3 km au sud de Saint-Marcel d'Ardèche. Il décrit l'homme en bleu de travail comme corpulent, cheveux grisonnants, visage marqué par le soleil. La camionnette était de couleur blanche ou beige clair, probablement un modèle Renault ou Citroën des années 1980 ou 1990. Aucune inscription visible sur les flancs. Ce témoignage corrobore directement le contenu de la lettre d'Élise. Pour la première fois, un élément extérieur vient confirmer que le couple a effectivement emprunté une route secondaire, qu'il s'est arrêté et qu'il a interagi avec un homme correspondant à la description fournie par Élise. Les enquêteurs se rendent immédiatement sur le lieu indiqué par Guy Bertrand. La route est étroite, bordée de champs cultivés et de bosquets. Quelques fermes isolées se trouvent à proximité, mais aucune habitation n'offre de visibilité directe sur l'endroit précis mentionné par le témoin. Les gendarmes lancent une nouvelle vague d'interrogatoires auprès des habitants de la zone. Ils recherchent toute personne ayant possédé une camionnette blanche ou beige en 1998, tout homme correspondant au profil décrit, tout élément susceptible de faire avancer l'enquête. Plusieurs noms émergent des témoignages recueillis. Parmi eux, celui de René Laurent, 75 ans en 1988, ancien propriétaire d'une petite entreprise de maçonnerie aujourd'hui décédée. Plusieurs voisins confirment qu'il possédait effectivement une camionnette blanche à cette époque et qu'il portait systématiquement un bleu de travail. Mais René Laurent est mort en 2006 d'un cancer. Impossible de l'interroger. Les enquêteurs examinent néanmoins son parcours. René Laurent vivait seul dans une maison isolée à quelques kilomètres de l'endroit où Guy Bertrand a aperçu le couple. Il n'avait aucun antécédent judiciaire, aucune condamnation, aucun signalement particulier. Ses anciens employés et voisins le décrivent comme un homme taciturne, peu sociable, mais sans comportement inquiétant. Après son décès, sa propriété a été vendue à une famille étrangère à la région. Les nouveaux propriétaires n'ont rien remarqué d'anormal lors de leur installation. Aucun élément suspect n'a été découvert dans la maison ou sur le terrain. Les gendarmes obtiennent l'autorisation de fouiller l'ancienne propriété de René Laurent. Ils mobilisent des chiens spécialisés dans la recherche de restes humains, des géoradars capables de détecter des anomalies souterraines, des équipes techniques chargées d'inspecter les dépendances, le jardin, les abords du bâtiment principal. Les recherches durent plusieurs jours. Les chiens signalent une zone précise dans le jardin, près d'un ancien hangar en tôle. Les techniciens creusent à cet endroit. Ils découvrent des ossements animaux, probablement ceux d'un chien ou d'un mouton enterré il y a des années. Aucune trace humaine. Les analyses complémentaires ne révèlent rien de significatif. Cette piste
pourtant prometteuse, aboutit donc à une impasse. René Laurent correspond au profil de l'homme décrit dans la lettre et par Guy Bertrand, mais aucune preuve matérielle ne permet de le relier directement à la disparition de Thomas et Élise. Les gendarmes élargissent alors leurs recherches à d'autres individus ayant possédé des camionnettes blanches dans la région en 1998. Ils identifient une quinzaine de personnes correspondant vaguement au signalement. Toutes sont interrogées. Certaines sont décédées, d'autres ont quitté la région. Quelques-unes acceptent de témoigner. Aucun élément décisif n'émerge de ces auditions. L'enquête marque à nouveau le pas. En parallèle, les familles Lambert et Dubois reçoivent un soutien médiatique renouvelé. La découverte de la lettre et le témoignage de Guy Bertrand relancent l'intérêt du public pour l'affaire. Des émissions télévisées consacrent des reportages détaillés à la disparition. Des journalistes indépendants publient des articles approfondis. Des forums en ligne se créent pour discuter des hypothèses, analyser les indices, proposer des pistes. Certains internautes évoquent la possibilité d'un crime crapuleux. D'autres suggèrent un accident suivi d'une dissimulation. Quelques-uns avancent des théories impliquant des réseaux criminels. Mais aucune de ces spéculations n'apporte de réponse concrète. En septembre 2018, l'enquête prend une tournure inattendue grâce à une initiative privée. La famille Lambert finance l'intervention d'une société spécialisée dans les recherches par drone, équipée de caméras thermiques et de capteurs haute résolution. L'objectif est de scanner méthodiquement les zones boisées, les ravins, les propriétés abandonnées situées autour de Saint-Marcel d'Ardèche et de la départementale D290. Les gendarmes autorisent cette démarche et mettent à disposition un technicien pour coordonner les opérations avec les équipes privées. Les survols commencent début octobre et couvrent progressivement plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Les drones détectent plusieurs anomalies dans des zones isolées, des dépressions de terrain suspectes, des amas métalliques enfouis, des structures abandonnées partiellement dissimulées par la végétation. Chaque anomalie est signalée aux gendarmes qui organisent des vérifications sur place. La plupart se révèlent sans intérêt, anciennes citernes agricoles, carcasses de machines agricoles, déchets ménagers illégalement enfouis. Mais le 18 octobre, un drone repère une forme métallique de couleur bleue dans un ravin densément boisé, situé à environ 8 km au sud-ouest de Saint-Marcel d'Ardèche. L'accès est difficile. La végétation épaisse, le relief escarpé. Les gendarmes organisent une expédition d'accès au site repéré. Ils descendent dans le ravin accompagnés de techniciens et d'un photographe judiciaire. Au fond, partiellement recouverte de branches, de feuilles mortes et de ronces, ils découvrent une Peugeot 306 bleue fortement endommagée. Le véhicule repose sur le toit, le pare-brise est explosé, les portières sont enfoncées. La plaque d'immatriculation, bien que rouillée, est encore lisible. Il s'agit de la voiture de Thomas et Élise Lambert. 20 ans après leur disparition, le véhicule est enfin retrouvé. L'inspection initiale révèle que le véhicule est vide. Aucun corps à l'intérieur, aucun objet personnel immédiatement visible. Les techniciens sécurisent la zone et organisent l'extraction de l'épave. L'opération prend plusieurs heures en raison de la difficulté d'accès. Une fois le véhicule remonté et transporté dans un hangar sécurisé, les experts en identification criminelle procèdent à un examen minutieux. Ils recherchent des traces biologiques, des empreintes, des indices susceptibles d'éclairer les circonstances de l'accident et du devenir du couple. Les analyses révèlent plusieurs éléments troublants. Le véhicule ne présente aucune trace de freinage récent avant sa chute dans le ravin. Les pneus, bien que détériorés par le temps, ne montrent aucun signe de blocage brutal. Cette observation suggère que le véhicule n'a pas été conduit volontairement dans le ravin par ses occupants. Les dommages constatés indiquent une chute violente depuis la route, située une vingtaine de mètres plus haut. Les portières sont toutes fermées de l'intérieur, ce qui exclut l'hypothèse d'une éjection des occupants pendant la chute.
Mais aucun corps n'est retrouvé à proximité du véhicule, malgré des recherches intensives dans un rayon de plusieurs centaines de mètres. Les experts examinent l'habitacle. Ils découvrent des fragments de verre, des traces de sang séché sur le volant et le siège conducteur, des débris de vêtements coincés sous les sièges. Les analyses ADN confirment que le sang appartient à Thomas Lambert. Cette découverte prouve que Thomas se trouvait bien dans le véhicule au moment de la chute ou immédiatement après. Mais l'absence de son corps pose une question essentielle. Qu'est-il advenu de lui après l'accident? Les mêmes interrogations concernent Élise, dont aucune trace biologique n'est détectée dans l'habitacle, ce qui suggère qu'elle ne se trouvait pas dans le véhicule lors de la chute. Les gendarmes reconstituent un scénario provisoire, basé sur les indices disponibles. Thomas et Élise auraient quitté l'autoroute, emprunté la route secondaire, rencontré l'homme en bleu de travail et accepté de l'aider. À un moment donné, une altercation ou un événement violent se serait produit. Thomas aurait été contraint de monter seul dans le véhicule, peut-être sous la menace, tandis qu'Élise aurait été retenue ailleurs. Le véhicule aurait ensuite été poussé ou conduit jusqu'au bord du ravin avant d'être précipité dans le vide pour dissimuler les preuves. Ce scénario expliquerait la présence du sang de Thomas et l'absence totale de traces d'Élise. Mais cette hypothèse soulève de nouvelles interrogations. Pourquoi l'agresseur aurait-il séparé le couple? Où se trouve le corps de Thomas si le sang prouve qu'il était dans le véhicule? Que s'est-il passé avec Élise? Les gendarmes intensifient les recherches autour du ravin. Ils mobilisent des unités cynophiles spécialisées, des plongeurs pour inspecter un petit cours d'eau coulant au fond de la vallée, des spéléologues pour explorer des cavités naturelles repérées dans les environs. Des ossements animaux sont retrouvés, quelques déchets anciens, mais aucune trace humaine. Les semaines passent sans avancée significative. En décembre 2018, un nouvel élément surgit. Un randonneur découvre par hasard, dans une grotte située à environ 2 km du ravin où le véhicule a été retrouvé, un sac à dos en toile décoloré par le temps. Le sac est remis aux gendarmes. L'inspection révèle qu'il contient des objets personnels. Un portefeuille au nom d'Élise Lambert, une paire de lunettes de soleil, un appareil photo argentique, une carte routière pliée. Le portefeuille contient encore la carte d'identité d'Élise, quelques billets de banque humides et illisibles, une photographie de Thomas. L'appareil photo est irrécupérable, totalement endommagé par l'humidité. La carte routière porte des annotations manuscrites correspondant à l'écriture d'Élise. Cette découverte confirme qu'Élise s'est effectivement trouvée dans cette zone après la disparition. Mais pourquoi son sac se trouve-t-il dans une grotte éloignée du véhicule? A-t-elle tenté de fuir et de se cacher? A-t-elle été emmenée de force dans cette grotte? Les gendarmes inspectent minutieusement la cavité. Ils ne trouvent aucun reste humain, aucune trace de campement prolongé, aucun indice suggérant qu'Élise ou Thomas aient séjourné dans cet endroit. Le sac semble avoir été abandonné là, peut-être jeté volontairement pour effacer des preuves, peut-être oublié lors d'une fuite précipitée. Les analyses scientifiques ne révèlent aucun ADN exploitable sur les objets contenus dans le sac. En 2025, 27 ans après la disparition de Thomas et Élise Lambert, l'affaire reste officiellement non résolue. La découverte de la lettre en 2018, le témoignage de Guy Bertrand, la localisation du véhicule et du sac à dos ont permis de reconstituer partiellement le trajet du couple et de confirmer qu'un événement criminel s'est produit sur cette route secondaire. Mais les corps de Thomas et Élise n'ont jamais été retrouvés. L'homme en bleu de travail décrit dans la lettre n'a jamais été formellement identifié. Les circonstances exactes de leur disparition demeurent inconnues. Les familles continuent de réclamer des réponses. Elles ont créé une association dédiée aux disparitions inexpliquées en France et militent pour que les dossiers anciens soient régulièrement réexaminés avec les technologies modernes. La mère de Thomas, aujourd'hui âgée de 84 ans,
affirme qu'elle ne perdra jamais espoir de comprendre ce qui est arrivé à son fils. Catherine Dubois, la nièce d'Élise qui a découvert la lettre, consacre une partie de son temps à entretenir la mémoire de sa tante et à soutenir d'autres familles confrontées à des situations similaires. L'affaire Lambert est devenue un symbole des mystères français non résolus. Les enquêteurs ont exploré toutes les pistes crédibles sans parvenir à une conclusion définitive. L'hypothèse d'un crime crapuleux reste la plus probable, mais l'absence de corps et de preuves matérielles décisives empêche toute certitude. Certains spécialistes évoquent la possibilité que Thomas et Élise aient été victimes d'un prédateur opportuniste opérant dans la région à cette époque, peut-être responsable d'autres disparitions jamais reliées entre elles. D'autres pensent que les corps ont été dissimulés dans un endroit encore inconnu, peut-être une propriété privée, une fosse naturelle ou un site inaccessible. La vérité reste enfouie quelque part dans les collines de l'Ardèche. Et si vous avez des informations sur cette affaire, ou si vous reconnaissez des éléments évoqués dans cette histoire, n'hésitez pas à contacter les autorités. Pensez également à vous abonner pour découvrir d'autres mystères français non résolus et dites-nous en commentaire quelle affaire vous aimeriez voir traitée prochainement.